Bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue pour cette nouvelle émission Chemin de Traverse, ici en Vendée avec Armand Bérard. Armand Bérard, bonjour. Bonjour. Armand Bérard, vous êtes vendéen d'adoption, enseignant et doctorant en histoire, passionné de littérature depuis l'enfance et bénévole au Puy du Fou depuis maintenant 15 ans. Vous avez publié en 2016, à 22 ans, le premier tome d'une saga historique, le roman de la Durbelière, un hommage aux ruines romantiques de la demeure natale du généralissime Henri de la Roche-Jacquelin et aux lieux des guerres de Vendée. S'en suivront 3 autres tomes aux éditions Le Lys et le Lin, une maison d'édition que vous avez contribué à créer. Vous avez animé également Enquête d'histoire sur RCF Vendée, on les salue, qui vous permet de faire partager votre passion des livres. Merci de nous recevoir, moi et l'auditeur, pour parler de votre dernier livre, Auguste le Balafré, une biographie du général Auguste de la Roche-Jacquelin, paru en août 2020 aux éditions Le Lys et le Lin. Armand Bérard, c'est une belle biographie que vous nous livrez là. Elle résume toute une longue vie, près de 80 ans, d'un militaire vendéen qui aurait pu rester à l'ombre de ses 2 illustres frères. Effectivement, Auguste de la Roche-Jacquelin est méconnu par rapport à ses 2 frères aînés, que sont Henri de la Roche-Jacquelin, le grand chef vendéen de 20 ans, généralissime de l'armée catholique et royale, qui est mort à l'âge de 21 ans en 1794, et son autre frère Louis de la Roche-Jacquelin, qui lui s'est battu pendant la guerre de Vendée de 1815 et qui est mort également au combat. Auguste de la Roche-Jacquelin est le dernier frère et qui a une vie méconnue, mais tout aussi riche que celle de ses 2 aînés. Pouvons-nous retracer à grands traits, Armand Bérard, l'histoire du peuple vendéen qui a subi le premier génocide de l'histoire, comme l'avait souligné Alexandre Solzhenitsyn, prix Nobel de littérature 70, enfermé pendant des années en Union soviétique dans un goulag, et l'auteur de l'archipel des goulags. Il était venu ici en Vendée en 1993 faire un beau discours. Alors, je n'ai pas connu, je suis né un petit peu après. Vous êtes né en 94, je crois. 94, voilà. Est-ce qu'on peut retracer un peu l'histoire de la guerre des Vendées, vraiment à grands traits, pour l'auditeur qui n'y connaît rien, comme moi à la base? Alors, je dirais que les guerres de Vendée, parce qu'il y en a eu plusieurs, c'est la révolte du petit peuple pour la liberté de conscience, puisque la révolution qui a tout promis à travers la Déclaration des droits de l'homme, qui a promis la liberté, l'égalité, la liberté d'expression, liberté de culte, a tout violé en fait, dès ses premières années. Et justement, les Vendéens se sont révoltés justement pour ça, pour la liberté de croire, pour la liberté donc d'avoir le culte catholique, qu'ils pratiquaient, et aussi pour la liberté de rester chez eux et de ne pas partir aux frontières pour défendre un régime justement dans lequel ils ne se reconnaissaient pas, un régime justement qui leur avait fait beaucoup de promesses et qui n'a pas tenu ses promesses. Parlons un peu donc de Auguste de la Roche-Jacquelin, de son enfance. Il est né le 17 avril 1784 d'une famille de 7 enfants. Qui sont ses parents, le marquis Henri-Louis Auguste et sa maman Constance Lucie Bonne d'Aumont, d'Ade, avec un nom à rallonge. Alors la famille d'Auguste de la Roche-Jacquelin est une famille de la noblesse bas-poitevine qui est enracinée depuis le Moyen-Âge dans cette région. Une famille qui était protestante pendant les guerres de religion comme beaucoup de familles poitevines et qui ensuite s'est convertie à l'époque d'Henri IV. Un ancêtre d'Auguste était un compagnon d'Henri IV d'ailleurs, un très proche compagnon. Et donc déjà dans cette famille on voit l'esprit chevaleresque en fait, qui habite ses membres. Et en fait là, tous les membres de la famille la Roche-Jacquelin pour la plupart étaient militaires. Donc le marquis Henri-Louis Auguste, donc le père d'Auguste, était lui-même colonel dans le régiment de Royal Pologne. Et très tôt, donc, il a initié ses enfants pour devenir ensuite militaires à leur tour, pour suivre les pas de leurs aînés. Or, le souci avec Auguste, c'est qu'il est né donc, en 1784, donc vraiment, il a eu une enfance très courte, puisque à l'âge de 8 ans, c'est déjà la Révolution et l'émigration. Sa famille part donc en exil en Angleterre. Et lui va rester en Angleterre, près de Londres. Il va avoir vraiment une éducation anglaise, tandis que ses parents et quelques-unes de ses sœurs, puisqu'il a 5 sœurs, vont partir aux Antilles, puisque la famille possède des plantations à Haïti, donc à l'époque Saint-Domingue. Mais quand ils arrivent, Saint-Domingue est déjà en révolte depuis plusieurs mois, et ils sont obligés de vivre à la Jamaïque, colonie anglaise. Donc vous voyez, dès les débuts, en fait, Auguste va avoir une enfance troublé, déchiré, et il ne va pas avoir la même enfance justement que ses 2 aînés qui ont une enfance plus épanouie, parce qu'ils sont forcément plus âgés. Vous l'avez dit, Armand Bérard, il est en exil en Angleterre, il est séparé de ses parents en 1792, donc à 8 ans, mais quelle éducation là il reçoit?
qui le prend en charge, si j'ose dire? Alors d'abord, il est dans une pension, élevé par une famille, et ensuite, à l'âge de 16 ans, il va être dans une école en fait d'officiers de marine. Il va intégrer la Royal Navy. Et pendant plusieurs années, il va faire plusieurs campagnes, notamment aux Antilles. C'est là qu'il va pouvoir revoir une partie de sa famille. Alors, il ne reverra jamais sa mère puisque sa mère est décédée en 1798 et son père va mourir quelques années après parce qu'il a été blessé lors d'une attaque de corsaires. C'est assez romanesque. Vraiment, il faut penser que à cette époque, les Antilles, c'est vraiment très troublé avec la révolte à la fois des esclaves noirs, mais aussi les combats entre les Anglais, les Français, les royalistes d'un côté, les républicains de l'autre. Donc, vraiment une situation très troublée. Et Auguste, donc, comme je disais, va faire plusieurs campagnes au sein de la Royal Navy, donc comme officier britannique. Est-ce qu'on peut dire que c'est un homme déjà à 16 ans? Oui, je pense que le contexte l'a poussé à être forcément à faire preuve de maturité. C'est comme son frère aîné Henri. Henri, il faut imaginer, à seulement 20 ans. Il reste seul en France pendant que tout le reste de la famille est parti en émigration. Henri de la Rochejaclin reste à Paris puisqu'il est officier de la garde royale du roi Louis XVI et il va défendre les Tuileries avec d'autres officiers qui ensuite se feront connaître pendant les guerres de Vendée, Marigny, Charette, Lescure. Donc forcément le contexte pousse ces jeunes, finalement c'est encore des adolescents, presque à peine des adultes, forcément ça les pousse à être déjà des hommes. Alors vous l'avez dit, Armand Bérard, le frère d'Auguste de la Rochejaclin, Henri, est aux Tuileries ce jour-là. C'est, je crois, le massacre des gardes suisses. Est-ce que vous pourriez rapidement nous redonner un peu le contexte, d'où ça part cette prise d'assaut contre Louis XVI et qu'est-ce qui se passe exactement? Alors vous connaissez bien sûr les événements de juillet 1789. Le roi a essayé de composer justement avec les révolutionnaires, mais très vite il s'est rendu compte qu'il était prisonnier de cette révolution à partir du moment où la cour quitte Versailles, la famille royale quitte Versailles pour s'installer aux Tuileries à Paris, donc en octobre 1789. Et pendant presque 3 ans, donc, la famille royale est prisonnière justement des révolutionnaires. En 1791, Louis XVI a tenté non pas de fuir à l'étranger comme on le dit souvent, mais de s'enfermer dans la place forte de Montmédy, en Lorraine où il avait des troupes fidèles. Malheureusement, l'aventure s'est terminée pour lui donc à Varennes, où il a été reconnu et capturé, et ensuite ramené à Paris. De plus en plus, le roi voit qu'il a une marge de manœuvre de plus en plus réduite, et les révolutionnaires finissent par s'attaquer directement à la monarchie, à partir du moment où le roi applique son veto, c'est-à-dire s'oppose à la persécution des prêtres réfractaires, et alors que la Constitution lui donnait ce droit, hein, il respectait vraiment la Constitution de 1791 qui établissait une monarchie constitutionnelle, et les révolutionnaires donc, ont décidé de s'attaquer directement à la monarchie, donc en prenant d'assaut le palais des Tuileries. Alors le palais était faiblement défendu, il y avait surtout des gardes suisses qui étaient présents, mais il y avait des gardes nationaux qui ont fait défection, parce que la propagande révolutionnaire agissante donc, avait fait qu'une grande partie des troupes étaient parties, mais en plus des gardes suisses, il y avait des gentilshommes volontaires qui étaient venus prêter leur épée justement pour défendre le roi. Donc je citais tout à l'heure Charette, Lescure, Marigny, et donc la Rochejaclin avait combattu à leur côté, puisque la Rochejaclin donc était officier dans la garde royale. Il revient en France, donc Auguste de la Rochejaclin, en 1810. Il a 17 ans. Il sera pourtant emprisonné à la prison du Temple à Paris. Pourquoi? Parce qu'il revenait d'émigration, et c'est au moment justement où beaucoup d'immigrés reviennent, et en 1802, Napoléon, donc, qui est à l'époque premier consul, Bonaparte fait une loi d'amnistie pour les immigrés, justement parce que les immigrés commencent à revenir en France. Il y a eu le Concordat en 1801 qui rétablit la religion catholique, non pas comme religion officielle, mais comme religion de la majorité des Français, mais en tout cas il y a plus de persécution contre les catholiques. Donc Napoléon essaie de recoudre les plaies de la Révolution, donc justement en permettant aux nobles de revenir et en permettant aux catholiques de pratiquer leur culte. Mais effectivement, Auguste a été emprisonné quelque temps, mais il est très vite libéré, et il va en fait, à partir de là, vivre une vie de gentilhomme poitevin retiré sur ses terres, pour le moment. Armand Bérard, on va écouter une première pause musicale. Vous avez le choix, on a le temps aussi dans cette émission d'écouter tout style de musique, du rock à la musique classique. On évitera le heavy metal cependant. Qu'est-ce que vous choisissez, disons? Alors je vais choisir une musique classique que j'aime beaucoup, c'est les Canons de Pachelbel.
Chemin de traverse sur RCF. Retour pour Chemin de traverse, ici en Vendée, pour parler de la biographie Auguste Le Balafré. Auguste Laroche-Jacquelin, une épée au service de la légitimité, aux éditions Le Lys et le Lin, avec l'auteur Armand Bérard. Armand Bérard, nous parlons d'Auguste de Laroche-Jacquelin, l'un des grands chefs vendéens. Il a 25 ans, donc on est en 1809, si mon calcul est bon. Il est enfin libre et pourtant il est enrôlé dans l'armée républicaine. Est-ce qu'il avait vraiment le choix là, d'y aller ou de ne pas y aller ? Et autre question, est-ce qu'il y avait beaucoup d'anciens chefs vendéens dans cette armée ? Alors donc il était effectivement engagé de force, mais dans l'armée impériale, donc de Napoléon, parce que Napoléon souhaitait avoir des grands noms justement vendéens dans son armée, pour justement montrer cette réconciliation et renforcer finalement sa légitimité. Et s'il avait des grands noms vendéens dans son armée, ça ne pouvait que renforcer cette légitimité. Et dans un premier temps, c'est Louis de Laroche-Jacquelin, le frère aîné
d'Auguste qui devait rejoindre l'armée impériale. Il a refusé, en prétextant qu'il avait une santé défaillante et qu'il avait 8 enfants à s'occuper. Auguste, lui, au contraire, était célibataire, il était sans enfant, donc il était obligé de s'engager dans l'armée impériale. Il a été emprisonné puisqu'il refusait au départ, et finalement il était obligé de se plier à cet ordre de l'empereur, parce que sinon il aurait été enfermé à perpétuité. Et donc il rejoint le régiment de carabiniers de la garde impériale comme officier. Et donc c'est là qu'il va notamment s'illustrer dans la campagne de Russie en 1812. Avant d'arriver à cette campagne de Russie, Armand Bérard, Napoléon Bonaparte, donc l'empereur, est républicain à la base, si je ne m'abuse. Pourquoi est-ce quelqu'un de républicain se fait sacrer empereur? Il n'y a pas un paradoxe là? Alors, on peut voir un paradoxe, mais on peut voir aussi une analogie avec l'époque romaine, puisqu'il faut vraiment s'imaginer que les révolutionnaires à cette époque vivent dans l'Antiquité. Vraiment. On voit aussi déjà pendant la Terreur, on prend des noms de l'Antiquité pour justement déchristianiser, dans cette dynamique de déchristianisation. Et finalement, déjà même Robespierre le prédisait, hein, que le fait d'être en guerre contre toute l'Europe, les victoires remportées porteront au pouvoir un général au bout d'un moment. Et finalement, donc, c'est ce qui arrivait avec le général Bonaparte. Ça aurait pu être un autre général, hein. Il y avait d'autres généraux qui avaient aussi des ambitions, qui n'ont pas réussi à percer. Et il se trouve que c'est Bonaparte qui a pu percer à travers ses victoires en Italie, ensuite en Égypte. Donc il a profité de la situation, justement de l'anarchie, pour justement rétablir l'ordre, et c'est ce que demandaient les Français. Finalement, il faut s'imaginer qu'il y a eu 10 années de guerre civile, la France a été vraiment saignée, et je pense que la majorité des Français à cette époque aspiraient au retour à la paix et à l'ordre. Est-ce qu'on peut dire que Napoléon Bonaparte était le Jules César de l'Antiquité romaine finalement? Oui, on peut dire ça. C'est vrai que donc, Jules César n'a pas réussi à aller jusqu'au bout puisqu'il a été assassiné, il n'a pas pu être empereur, il était seulement consul, et c'est ensuite son neveu, Octave, qui deviendra empereur sous le nom d'Auguste, mais finalement Napoléon, lui, il a réussi à aller jusqu'au bout. Mais c'est vrai qu'on peut voir une analogie vraiment entre Auguste et Napoléon, puisque Auguste, lui, a gardé la forme républicaine des institutions, il les a petit à petit vidées de leur sens pour devenir ensuite empereur, et finalement Napoléon a fait un petit peu la même chose. Ça s'est fait vraiment progressivement puisqu'il est devenu premier consul après son coup d'État en 1799, il est devenu ensuite consul à vie en 1802, et 2 années après il devient empereur. Mais ce qui paraît étrange de nos jours, c'est que pour les contemporains, l'Empire et la République, c'était pas forcément des choses contradictoires. Sur les pièces de monnaie notamment, on voit quelques années après le sacre de Napoléon, on voit écrit Napoléon, empereur de la République française. Donc, et c'est petit à petit que le terme République disparaîtra, et que vraiment on est dans un empire. Armand Bérard, comment est vu Napoléon dans le peuple français? Je ne parle pas de l'élite, mais je parle du peuple, des paysans majoritairement. On dit que c'est l'usurpateur. Est-ce que Napoléon est vu comme ça parmi le peuple? Alors, ça dépend des populations, bien sûr. Il y a des populations qui restent farouchement catholiques et royalistes. Mais dans le cas de la Vendée, je connais plus. C'est vrai qu'il y a d'autres régions qui sont restées plus farouchement hostiles à Napoléon, hein, comme la Provence. Mais la Vendée, finalement, s'est accommodée de Napoléon. Même s'il y avait toujours des chefs qui essayaient de maintenir cet esprit royaliste, la Vendée était fatiguée forcément par les guerres civiles, par le génocide qu'elle a subi, et ce qui comptait avant tout pour les Vendéens, c'était le rétablissement de la liberté de culte. Et donc c'est ce qu'il y a eu à partir de 1801 avec le Concordat. Donc finalement les Vendéens se sont plutôt bien accommodés de l'Empire, notamment en 1808 Napoléon vient visiter la Vendée. Il vient visiter la ville de La Roche-sur-Yon qu'il a contribué à créer, en tout cas à élever en préfecture, et il reçoit un bon accueil des Vendéens. Donc finalement on peut dire que les Vendéens dans un premier temps s'accommodent de Napoléon. La situation va un petit peu changer en 1815. Donc les guerres de Vendée, il y en a eu plusieurs, disiez-vous, c'est avant tout, enfin la première guerre de Vendée, c'est avant tout une guerre de religion finalement. C'est les Vendéens, le peuple, les paysans défendent leur religion catholique. C'est d'abord une insurrection catholique avant d'être royaliste. Bien sûr, les deux vont de pair à cette époque, mais ce qui pousse les Vendéens à se révolter, c'est le fait qu'on persécute les prêtres, leurs bons prêtres comme ils les appellent, depuis 1790. En 1790, l'Assemblée, à l'époque révolutionnaire, la Constituante, promulgue la constitution civile du clergé, c'est-à-dire que les prêtres doivent prêter serment au pouvoir en place.
Et dans un premier temps, un certain nombre de prêtres et d'évêques prêtent serment, mais en 1791, le pape de l'époque, Pie VI, se prononce contre cette constitution civile du clergé qu'il considère comme schismatique. Donc beaucoup de prêtres et d'évêques vont se rétracter et il va y avoir vraiment une scission dans le clergé français entre d'un côté les réfractaires, ceux qui refusent la constitution civile du clergé, et les jureurs, ceux qui donc ont prêté serment. Et donc en Vendée, notamment, la plupart des membres du clergé sont réfractaires. Et c'est ces réfractaires que les paysans continuent de suivre. Et c'est vraiment l'élément déclencheur des guerres de Vendée. Après, il y a d'autres éléments. Il y a la conscription en 1793. La République a besoin d'hommes pour défendre les frontières contre les coalisés, puisque la France a déclaré la guerre à l'ensemble des monarchies européennes. On dit souvent que c'est les monarchies qui ont voulu écraser la Révolution. C'est l'inverse, c'est la Révolution qui a voulu s'exporter à travers l'Europe pour imposer son modèle. Et donc elle a déclaré la guerre à l'Autriche, à l'Angleterre, à l'Espagne, vraiment pour s'étendre au reste de l'Europe. Et donc la République avait besoin d'hommes, et le 24 février 1793, il y a une conscription demandant... 300 000 hommes, je crois, non ? C'est ça, 300 000 hommes, demandant la levée en masse de 300 000 hommes. Et les Vendéens ont refusé cette conscription, déjà parce qu'ils n'allaient pas défendre un régime qui a persécuté leurs prêtres, qui a guillotiné leur roi quelques semaines auparavant, et aussi parce qu'il y a aussi des raisons, je dirais plus, on va dire, sociales et économiques. Il y a le fait que la bourgeoisie était exemptée de cette conscription. La bourgeoisie avait les moyens de se payer un remplaçant. Ce qu'on appelait se payer un remplaçant, c'était d'envoyer quelqu'un d'autre à sa place au front. Donc c'est-à-dire que c'est les paysans donc, qui devaient rester pour le travail des champs, qui devaient partir. Donc forcément, vous imaginez bien que la colère était grande, et donc quand il y a eu cette levée en masse, en mars 1793, on a l'insurrection en Vendée. Alors il faut bien clarifier les choses, quand on parle de Vendée, ce n'est pas la Vendée actuelle, le département Vendée. C'est les révolutionnaires qui ont appelé cette insurrection les guerres de Vendée, parce que c'est en fait en Vendée qu'il y a eu une grande bataille, première grande bataille où les républicains ont été écrasés. Mais ça touche les actuels départements du Maine-et-Loire, de la Vendée, des Deux-Sèvres et de la Loire-Atlantique. Donc c'est plus vaste que la Vendée actuelle. Oui. Justement, Armand Bérard, pour les auditeurs qui ne s'y connaissent pas, et pour moi le premier d'ailleurs, vous l'avez dit, il y a les Vendéens, donc ça s'étend à tous ces départements, et les Chouans. C'est la même chose ? Alors dans une certaine mesure, ça peut être la même chose, mais c'est quand même distinct, surtout en 1793, puisque les Vendéens sont ceux qui se battent sur la rive gauche de la Loire, donc c'est-à-dire donc au sud, donc Vendée, Maine-et-Loire, Deux-Sèvres, Loire-Atlantique. La chouannerie va apparaître un petit peu après, à partir de la virée de Galerne, où les Vendéens, vous savez, la virée de Galerne, c'est quand les Vendéens ont essayé de chercher l'aide des Anglais en montant jusqu'en Bretagne et en Normandie. Et donc ça va se terminer par les massacres du Mans et de Savenay, donc en décembre 93. Et ensuite, les Chouans vont prendre la suite. Alors c'est pas simplement une distinction géographique entre d'un côté les Chouans et les Vendéens, c'est aussi une manière de combattre qui est différente. Les Vendéens en 1793, c'est vraiment une armée. Ce ne sont pas des bandes, justement, comme les Chouans qui font la guérilla. Les Vendéens, c'est vraiment une armée de paysans. C'est ça la faiblesse de cette armée, c'est qu'une fois qu'ils ont remporté une bataille, une victoire, ils retournent au champ. Donc c'est ce qui faisait la faiblesse de cette armée, et c'est pour ça que les républicains à chaque fois pensaient avoir triomphé, puisque l'armée vendéenne avait disparu du jour au lendemain, sauf que quelques jours après elle réapparaissait. Donc c'était une armée donc un petit peu particulière, mais c'était une armée, contrairement aux Chouans qui étaient vraiment en bande. Et ensuite, après la virée de Galerne, quand les Vendéens ont été écrasés, l'armée catholique et royale a été écrasée, les Vendéens vont continuer à se battre chez eux, mais à la façon des Chouans finalement, donc à travers la guérilla. Donc c'est le cas notamment avec Charette, qui lui sera le dernier grand chef vendéen à résister jusqu'en 1796. Armand Bérard, qui est l'archange de la Vendée dans les guerres de Vendée justement? Alors celui qu'on appelle l'archange de la Vendée, c'est La Rochejacquelin, Henri de La Rochejacquelin. On l'appelle ainsi puisque, en raison de sa jeunesse et aussi de son charisme, de son aura et aussi son physique. Peut-être que vous connaissez le magnifique tableau, le représentant, alors qui a été peint bien après, pendant la Restauration. Il a des mèches blondes, je crois. Si. Oui. Donc il a vraiment un physique particulier, et il était visiblement assez ressemblant par rapport au vrai personnage, puisque c'est la marquise de La Rochejacquelin qui a supervisé finalement la réalisation de cette œuvre. La marquise de La Rochejacquelin, elle est connue puisque c'est elle qui va rédiger des mémoires après les guerres de Vendée, qui vont contribuer à faire connaître cet épisode, non seulement en France, mais aussi à travers l'Europe, à travers les cours souveraines d'Europe.
Et donc la marquise de la Roche-Jacquelin, juste pour la replacer, c'est la veuve du général Lescure. Lescure, c'était un autre chef vendéen qui était cousin de la Roche-Jacquelin et qui était surnommé le Saint du Poitou, qui avait une grande piété, qui est mort pendant la virée de Galerne. Et cette veuve Lescure va épouser en seconde noces un frère d'Henri de la Roche-Jacquelin, Louis, le cadet, donc Louis de la Roche-Jacquelin. Elle va l'épouser en 1802 et ils vont avoir 8 enfants. Et c'est elle qui va écrire donc ces mémoires qui vont contribuer à faire connaître les guerres de Vendée. Eh bien, merci beaucoup Armand Bérard pour cette première partie de l'émission autour de votre livre et autour du personnage. Le titre du livre, c'est Auguste le Balafré, une épée au service de légitimité, aux éditions Le Lys et le Lin. À la semaine prochaine, au revoir, merci. Merci beaucoup. Bienvenue pour cette deuxième partie de Chemin de Traverse, ici en Vendée avec Armand Bérard. Je rappelle que vous êtes vendéen d'adoption, enseignant et doctorant en histoire, passionné de littérature depuis l'enfance et bénévole au Puy du Fou pendant une quinzaine d'années. Vous avez publié en 2016, à l'âge de 22 ans, le premier tome d'une saga historique, le roman de la Durbelière, un hommage aux ruines romantiques du château du généralissime Henri de la Roche-Jacquelin et au lieu des guerres de Vendée. S'en suivront 3 autres tomes aux éditions Le Lys et le Lin, une maison d'édition que vous avez créée. Vous avez animé également aussi une émission sur RCF Vendée que nous saluons. Cette émission, c'est Enquête d'histoire qui permet de faire partager votre passion des livres. Merci de nous recevoir, moi et l'auditeur, pour parler de votre dernier livre, Auguste le Balafré, une biographie du général Auguste de la Roche-Jacquelin, paru en 2020 aux éditions Le Lys et le Lin. Alors on va prendre la couverture, tenez, Armand Bérard, cette belle couverture avec le portrait de Auguste de la Roche-Jacquelin, le balafré. Effectivement, peut-être si on fait attention, on voit une balafre non, qui part du nez jusqu'au menton, non ? Effectivement. Alors, vous disiez dans la première émission qu'on était arrivé en 1812. Il fait partie de la grande armée de Napoléon qui pousse jusqu'à Moscou avec 650 000 hommes, je crois. Rappelez-nous un peu, et c'est là qu'il reçoit en fait lors d'une bataille bien connue cette balafre. Racontez-nous un peu le contexte de cette grande expédition vers Moscou et la Bérésina qui s'en suivra. Donc la campagne de Russie en 1812 intervient au moment où l'empire de Napoléon est à son apogée. Napoléon a réussi à imposer donc son autorité sur l'ensemble du continent européen, à l'exception de l'Angleterre. Et pour isoler cette Angleterre, donc qui tient tête à Napoléon, Napoléon a voulu l'isoler avec le blocus continental, donc pour essayer d'asphyxier le commerce britannique. Ça n'a pas marché. Il y a plusieurs points d'entrée, de nombreux points d'entrée du commerce britannique sur le continent. Et il y a notamment la Russie qui va continuer à faire commerce avec l'Angleterre. Et Napoléon donc avait déjà des différends avec le tsar Alexandre, donc qui gouvernait la Russie. Il avait déjà des différends sur la question de la Pologne. Et donc le fait que le tsar continue à commercer avec les Britanniques, c'était une des principales raisons en fait, qui a poussé Napoléon en 1812 à vouloir punir la Russie, mais en envisageant de faire une campagne rapide, comme Hitler ensuite en 1941. Et donc, bien sûr, au départ, les Français l'emportent, ils réussissent à avancer puisque l'armée russe, en fait, évite le contact, évite les combats. Elle recule pour laisser l'armée française, la grande armée. Alors, c'était pas seulement des Français, parce qu'il y avait c'était une armée européenne, hein, vraiment qui combattait sous l'uniforme français. Les Russes vont laisser les Français s'enfoncer dans le territoire russe, et il va y avoir une bataille majeure à la Moskova le 7 septembre 1812. Donc comme vous l'avez dit, Auguste va combattre lors de cette bataille qui était vraiment très sanglante, et il va avoir une blessure, un coup de sabre au visage qui va lui laisser une balafre. Alors quand on voit les représentations, la balafre est effectivement, comme vous le disiez, assez discrète, puisque à cette époque on évitait de montrer ce genre de détails, mais il avait bien une balafre, et c'est pour ça qu'il va garder ce surnom de Auguste le Balafré. Même ses paysans en Vendée le surnomment le général le Balafré. C'était quelque chose d'affectueux et aussi de très respectueux. Oui, enfin Armand Bérard, vous dites une balafre, mais il a reçu quand même quelques coups de sabre à droite à gauche aussi également. Effectivement, il a été blessé, grièvement blessé. Il a failli être tué par les Cosaques.
Et c'est un prince russe, le prince Damidov, qui l'a épargné, puisque lui-même avait été épargné par les Français quelques semaines auparavant. Et donc Auguste va être emmené en détention à Saratov, sur la Volga, pendant 2 ans. Et c'est au bout de ces 2 années, en 1814, qu'il va revenir en France. Et à ce moment-là, Napoléon a abdiqué une première fois, puisqu'il était vaincu. Après la retraite de Russie, parce qu'il faut replacer le contexte, Napoléon a pu s'emparer de Moscou, mais il y a eu un incendie gigantesque qui a ravagé la ville et Napoléon était obligé de quitter Moscou. Et ensuite, l'armée va être harcelée par les Cosaques et c'est au moment où l'hiver russe s'installe. Donc l'armée française va être décimée, comme ensuite la Wehrmacht en 1941. De la même manière, on peut voir beaucoup de similitudes entre finalement Napoléon et Hitler pour la question de la Russie. Et les Français vont être décimés, ils vont traverser la Bérésina et donc très peu de Français vont revenir de cette expédition et de cette campagne. Et ensuite, les pays européens en profitent pour déclarer la guerre à la France. Les Français vont être battus en Allemagne et ensuite les alliés, donc les coalisés, les puissances coalisées vont envahir la France. Ça va être la campagne de France au bout de laquelle Napoléon va être obligé d'abdiquer. Louis XVIII arrive au pouvoir. Quand vous dites peu de Français reviendront, est-ce qu'on a une idée? Bon, vous dites, vous écrivez qu'il y en a eu 650 000 à partir et combien reviennent en fait en gros? Alors, j'ai pas les chiffres exacts sur les survivants de cette campagne de Russie, mais donc, très peu de Français vont revenir par rapport à l'effectif initial, puisque donc, il y a non seulement les morts, les blessés, ceux qui n'ont pas pu revenir en France, mais il y a aussi beaucoup de Français qui vont rester sur place, qui vont s'intégrer à la société russe, qui vont devenir précepteurs, un certain nombre dans ce cas, mais toujours est-il que les effectifs qui reviennent en France sont vraiment très faibles, puisque Napoléon va être obligé de faire appel à de nouvelles classes avec la conscription, et notamment ce qu'on appelle les Marie-Louise. Ce sont des jeunes volontaires qui vont combattre pour défendre la France contre les envahisseurs. Alors Armand Bérard, donc Auguste de la Roche-Jacquelin est emprisonné. Qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'on a une idée de ce qu'il fait dans ce camp? Est-ce qu'il écrit toujours à sa famille? Alors, je n'ai pas retrouvé beaucoup de choses sur cette détention en Russie. Pour tout dire, je n'ai même rien trouvé. Peut-être y a-t-il des archives en Russie existantes. Je n'ai aucune idée s'il a pu continuer à correspondre avec sa famille. Cela me semble assez difficile vu le contexte, mais ce que je sais, donc, c'est qu'il a été libéré sur intervention de Louis XVIII, puisque effectivement avec son nom, il a pu être libéré. Mais bon, il a une détention qui était quand même qui était loin d'être cruelle, hein, rien à voir avec celle de la Grande Guerre patriotique de la Seconde Guerre mondiale. Non, il a pu être bien traité comme officier français, et donc c'est sur intervention de Louis XVIII qu'il a pu revenir en France en 1814, donc au moment de la Restauration, et il va intégrer le régiment de la garde royale, des grenadiers à cheval de la garde royale, avec son frère Louis qui était lui-même officier. Armand Bérard, il y a une longue liste de chefs vendéens dans votre livre, et puis on le sait, il y a Sapineau, d'Autichamp, Suzannet, Davout, Jacques Catelino, etc. Mais pourquoi est-ce que vous avez choisi ce personnage spécialement? Alors pourquoi ce personnage? Parce que j'ai toujours eu une grande admiration pour le personnage d'Henri de la Roche-Jacquelin. Je me suis toujours, depuis que je connais les guerres de Vendée depuis l'enfance, je me suis toujours passionné pour cette figure. Et c'est en m'intéressant à lui que j'ai découvert qu'il n'y avait pas seulement Henri, il y avait aussi toute une famille autour de lui, et notamment ses 2 frères, et Auguste, qui est le plus méconnu des 3, puisqu'on parle quand même de Louis par rapport à la guerre de Vendée de 1815, qui va intervenir au moment où Napoléon revient au pouvoir. Vous savez, pendant quelques mois, il va être en exil à l'île d'Elbe, et il va revenir, c'est ce qu'on appelle le vol de l'Aigle. Le 1er mars 1815, il débarque au golfe Juan, dans le sud de la France, et il va reprendre le pouvoir sans tirer un seul coup de feu. Donc Louis XVIII va être obligé de fuir. Mais en Vendée, on s'inquiète d'une nouvelle persécution contre la religion. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir une nouvelle insurrection en mai 1815 qui va intervenir, mais qui n'a rien à voir avec celle de 1793, déjà au niveau des objectifs, mais aussi au niveau des effectifs. Bien sûr, c'est sans commune mesure. Il y a beaucoup moins de personnel engagé dans cette guerre de Vendée de 1815. Le Concordat, finalement, donc assure non pas le retour de la religion catholique, mais une certaine paix, en tout cas avec les catholiques. Comment vous jugez-vous ce Concordat, vous qui êtes historien et donc doctorant en histoire? Comment est-ce que vous jugez le moindre mal finalement, non? Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est vrai que l'objectif de Napoléon, c'était de ramener l'ordre.
et c'était un personnage très pragmatique. Il disait lui-même qu'un prêtre, un curé valait 3 gendarmes, donc c'était aussi une manière de rétablir l'ordre. Et c'est pour ça qu'il a voulu s'appuyer sur la religion pour construire son pouvoir, donc avec le Concordat. Mais finalement, il a rétabli la religion catholique, la liberté de culte, mais à ses conditions. Puisque le Concordat, comme je disais, fait de la religion catholique la religion de la majorité des Français, donc ça a quand même une importance, c'est-à-dire qu'il y a d'autres religions qui peuvent exister en parallèle, et il a fait la même chose en fait avec les protestants et avec les juifs. Il a essayé d'ordonner ces religions. Les protestants et les juifs vivaient quand même à l'écart du reste de la société majoritairement catholique, et il va en fait faire en sorte que ces religions reconnaissent son pouvoir, en fait, pour s'en faire des alliés, pour se reposer dessus. Et donc il a fait la même chose avec la religion catholique. Alors il faut savoir qu'il y a eu le Concordat en 1801 et l'année suivante, en 1802, il y a eu ce qu'on appelle les articles organiques. Ce sont des articles qui sont venus s'ajouter, mais qui ont été ajoutés unilatéralement par Napoléon, sans l'accord du pape. Et donc c'est pour ça qu'il va y avoir des frictions qui vont exister entre Napoléon et le pape. Et ces frictions vont aller jusqu'à l'invasion de Rome par les Français, par l'armée française. Il faut savoir que Rome va devenir un département français. 2 départements français vont être créés à la place des États pontificaux, et le pape lui-même va être emmené en déportation. Ah oui. Emmené en prison, je crois. Oui, en prison. Alors c'était pas une prison, c'était Au château Saint-Ange, non? alors, non, d'abord il a été emmené en déportation à Savone, et ensuite il va être emmené à Fontainebleau, château de Fontainebleau. Donc le cadre était quand même plutôt agréable, mais bon, il était quand même prisonnier de Napoléon. Et Napoléon a essayé de lui faire signer un nouveau concordat. Le pape Pie VII s'y opposait jusqu'au bout. Eh bien, nous allons écouter une première pause musicale dans cette émission. Armand Bérard, qu'est-ce que vous choisissez? Parce que vous avez le choix. Une musique qui me tient beaucoup à cœur, c'est la musique de Georges Delerue pour la bande originale de Chouan. Le film de Philippe de Broca? Exactement, oui. Un magnifique film, même s'il y a une vision un petit peu Victor Hugo, mais au-delà de ça, c'est l'ambiance générale de ce film qui est vraiment magnifique. Avec Philippe Noiret et Sophie Marceau, tourné en 1988. À tout à l'heure.
Chemin de traverse sur RCF. Deuxième partie de Chemin de traverse, ici en Vendée, avec Armand Bérard au sujet de son livre Auguste le balafré. Armand Bérard, on va laisser parler Louis de la Roche-Jacquelin, le frère d'Auguste, dont vous avez écrit la biographie dans votre livre Auguste le balafré. Il harangue le peuple. Si j'avance, alors je cite, si j'avance, suivez-moi, si je recule, tuez-moi, si je meurs, vengez-moi. Je ne viens pas ici pour allumer le flambeau de la guerre civile et attirer à ma patrie les malheurs qui l'ont rendu si célèbre. Je viens par ordre du roi pour détruire les factions. Sachez que Buonaparte affecte de ne pas vous craindre. Le monstre n'ignore pas que votre réveil sera le signal de la destruction. Vendéens, rappelez-vous votre antique valeur. Ne perdez pas en vue le titre de peuple de géants. L'usurpateur lui-même vous l'a donné. L'Europe a les yeux fixés sur vous, elle marche pour vous soutenir. Déjà le crime frissonne et sa chute est prochaine. Souvenez-vous de ces paroles mémorables du roi. Je devrai ma couronne aux Vendéens. Marchons et que le cri de l'honneur français nous guide à la victoire. Vive le roi. Pourquoi cette haine de Napoléon finalement ? Donc là, ce que vous avez lu est la proclamation de Louis de la Roche-Jacquelin quand il a débarqué en Vendée. Il a débarqué en apportant vivres, munitions et armes pour justement lancer l'insurrection de 1815 qu'on évoquait tout à l'heure. Alors pourquoi cette haine de Napoléon ? Parce qu'aux yeux des royalistes, Napoléon incarne la révolution. Pour beaucoup de républicains, peut-être Napoléon paraît avoir trahi la révolution, mais pour les royalistes, Napoléon est justement dans cette continuité de la révolution. Et Napoléon lui-même revendiquait cette continuité avec la révolution. Il disait, à la suite de son coup d'État, que la révolution est fixée aux principes qui l'ont commencé, elle est terminée. Alors, non pas terminée dans le sens que c'est le passé, mais elle est terminée dans le sens qu'elle a atteint son but. Et donc Napoléon, justement, est le garant justement, de la défense des principes révolutionnaires. Et c'est pour ça aussi que ces guerres napoléoniennes sont vraiment dans la suite logique des guerres révolutionnaires. C'est toujours l'exportation de ce modèle révolutionnaire français. Donc c'est pour ça que les royalistes ont cette haine de Napoléon. Louis, le frère de Auguste de la Roche-Jacquelin, va mourir dramatiquement. Et c'est sa sœur Lucie qui prend la relève et remonte une armée. On a l'impression, là aussi, qu'on a un sacré personnage, Lucie de la Roche-Jacquelin. Et le personnage de Lucie, qui est vraiment très méconnu, il n'y a jamais eu de biographie réalisée sur elle. C'est lors de cette insurrection de 1815, elle tente de rassembler les paysans autour de leur château de la Durbelière, donc on est dans le département des Deux-Sèvres. Elle va rassembler une armée pour ensuite marcher vers la côte vendéenne, où à ce moment-là, l'armée de Louis de la Roche-Jacquelin est aux prises avec l'armée bonapartiste. Et donc c'est lors de l'un de ces combats, près de Saint-Hilaire-de-Riez, donc le combat des Maths, que Louis de la Roche-Jacquelin est tué donc à l'âge de 38 ans. Et Auguste était à ses côtés, c'est Auguste qui va prendre la relève, qui va prendre la suite de son frère aîné. C'est une véritable guerre civile qui se passe, mais la bataille d'Azenay sera un réel coup dur pour les insurgés. Alors Esnay, il y a Roche-Chervière, enfin tous les combats en 1815, tous les grands combats ont été des échecs pour les Vendéens, puisque comme je disais, il y a beaucoup moins d'effectifs qu'en 93, et donc ils vont être battus aux principaux combats. Mais en fait, ça va être une victoire finalement politique, puisque intervient quelques jours après Waterloo, et à ce moment-là, les Vendéens sont en train de négocier une paix avec les bonapartistes. Et là, vraiment, la nouvelle de Waterloo et de la deuxième abdication de Napoléon change complètement la donne, et c'est pour ça que finalement les Vendéens ont été victorieux sur le plan politique, mais militairement, ils avaient été battus lors de cette insurrection de 1815. À vous lire Armand Bérard, on a l'impression que même s'il s'agit d'une guerre, ou plutôt d'une guérilla, les deux camps s'estiment, ou du moins en tout cas se respectent. Alors là, c'est une grande différence par rapport à 1793. 1793, c'est vraiment une haine viscérale des révolutionnaires contre les Vendéens. On parle d'exterminer cette race rebelle. Il faut lire les discours de la Convention pour voir jusqu'où allait cette haine, de vouloir faire de la Vendée un cimetière national, peu importe qu'on soit royaliste ou républicain. Il fallait tout exterminer dans un périmètre bien défini. Donc on n'était pas exterminé pour ce qu'on allait faire si on était royaliste, mais pour vraiment ce qu'on était, le fait de vivre dans ce territoire qu'il fallait exterminer pour servir d'exemple au reste de la France où il y avait beaucoup d'autres insurrections. 1815, c'est complètement différent. Il y a une estime, comme vous l'avez dit, entre les officiers, et notamment après la signature de la paix entre bonapartistes et vendéens qui intervient à la Tessoile. On est le 28 juin, 26-28 juin sur 2 jours, quelques jours après l'abdication de Napoléon. Et il va y avoir des contacts qui vont être pris entre des officiers bonapartistes et royalistes, notamment Davout qui commande l'armée impériale
qui est repliée à ce moment-là sur la Loire. Il faut s'imaginer que Paris a été prise par les Alliés. Il va y avoir des tractations entre officiers où ils se sont dit que si l'intégrité du territoire national venait à être menacée, Vendéens et bonapartistes combattraient ensemble sous le même drapeau pour défendre l'intégrité du territoire. Et ça, c'est vraiment quelque chose de très fort. Vraiment, on voit qu'ils arrivent à dépasser les clivages politiques pour justement se sentir avant tout français. Waterloo, donc, vous l'avez dit, en Belgique, signe la défaite de Napoléon. Pourtant, vous posez la question, que serait devenue cette bataille si les 25 000 soldats républicains n'avaient pas été déplacés dans l'ouest de la France ? Alors donc l'armée impériale, c'est vrai, avait laissé des troupes en Vendée. Alors je ne sais pas si ça aurait fondamentalement changé la donne si ces troupes avaient été à Waterloo, puisque de toute manière Napoléon aurait laissé des troupes dans l'ouest, déjà pour surveiller la Bretagne, la Vendée, mais aussi pour prévenir un éventuel débarquement britannique, qui n'était pas à exclure non plus. Donc de toute manière, il y aurait eu des troupes qui seraient restées dans cette région. Je ne pense pas que ça aurait changé la donne. Napoléon voulait envahir aussi la Grande-Bretagne, non ? Oui, il aurait voulu envahir la Grande-Bretagne, comme Hitler ensuite. À chaque fois, on voit que c'est l'Angleterre qui est un petit peu la pierre où viennent se briser le rêve des grands conquérants à chaque fois. Et Napoléon, effectivement, avait préparé un campement. Ça, c'était au début de son règne, en 1804. Il avait rassemblé son armée au camp de Boulogne, donc dans le nord de la France, pour se préparer à un débarquement en Angleterre. Sauf que les Anglais ont créé une coalition avec l'Autriche et la Prusse. Et donc l'armée austro-prussienne venant vers la France, Napoléon a été obligé de déplacer ses troupes. Et ensuite, il a vaincu donc, les Autrichiens à Austerlitz. Pour terminer cette deuxième partie, Armand Bérard, comment vous êtes né cette passion des guerres de Vendée, des chefs vendéens, puisque vous n'êtes pas de Vendée, je crois. Comment est-ce que c'est né ? Alors je ne suis pas le seul, hein. Je vois qu'il y a aussi beaucoup de gens qui s'intéressent aux guerres de Vendée. Il ne faut pas forcément être vendéen pour s'intéresser aux guerres de Vendée, Dieu merci. Mais ce que je remarque, c'est que ce qu'on appelle le mémoricide a été quand même assez présent en Vendée. Alors maintenant, quand même, on parle de plus en plus des guerres de Vendée, même s'il y a quand même une méconnaissance encore. On connaît les grands noms, mais on ne connaît pas vraiment l'histoire en elle-même. Mais il faut, je pense, justement se battre d'une certaine manière en écrivant des livres pour justement faire connaître ces guerres de Vendée. Et puis c'est pour ça aussi que je me suis intéressé au personnage d'Auguste de la Roche-Jacquelin, puisque ce personnage montre qu'il n'y a pas eu que 1793. Il y a vraiment une postérité, donc 1815 et aussi 1832 qu'on évoquera peut-être tout à l'heure aussi. Vous parliez de génocide carrément. Est-ce qu'on peut utiliser ce mot ? Parce que, si je ne me trompe pas, un génocide, c'est quelque chose qui est préparé, qui est donc programmé et qui est fixé par des décrets ou des textes. Est-ce qu'on peut dire actuellement que le génocide vendéen est reconnu par l'État ? Ah non, il n'est pas du tout reconnu. Il y a un vrai débat encore à l'heure actuelle entre les historiens. En fait, le clivage sur la question du génocide, c'est qu'il est anachronique. Le terme génocide est apparu en 1944, donc le terme génocide n'existait pas, mais peu importe finalement, parce que les faits étaient là. Il y a bien la volonté de la part de la Convention d'exterminer ce peuple. Il suffit de retrouver les décrets de l'époque, notamment le décret de Barère. Il y a 2 décrets, 1er août et 1er octobre 1793, qui appellent à exterminer le pays insurgé. Et il suffit aussi de lire les correspondances des officiers pour voir que ce projet est vraiment prémédité. Ce n'est pas, comme l'ont dit certains, des crimes de guerre. Ce n'est pas l'armée qui prend l'initiative de massacrer les Vendéens, ou ce n'est pas parce que l'armée était indisciplinée. L'armée applique strictement et consciencieusement les ordres de Paris, de la Convention. Eh bien écoutez, merci Armand Bérard pour cette deuxième partie autour de votre livre. Auguste le Balafré, Auguste de la Roche-Jacquelin, donc une épée au service de légitimité aux éditions Le Lys et le Lin. À la semaine prochaine, au revoir, merci. Merci. Bienvenue pour cette nouvelle émission Chemin de Traverse, la 3e partie avec Armand Bérard. Bonjour. Bonjour.
Je rappelle que vous êtes vendéen d'adoption, enseignant et doctorant en histoire, passionné de littérature depuis l'enfance et bénévole au Puy du Fou pendant une quinzaine d'années. Vous avez publié en 2016, à l'âge de 22 ans, le premier tome d'une saga historique, le roman de la Durbelière, un hommage aux ruines romantiques du château du généralissime Henri de la Roche-Jacquelin et au lieu des guerres de Vendée. S'en suivront 3 autres tomes aux éditions Le Lys et le Lin, une maison d'édition que vous avez créée. Nous sommes ici pour parler donc de votre biographie Auguste Le Balafré aux éditions Le Lys et le Lin, paru en août 2020. Armand Bérard, l'échec répété des insurrections, est-ce qu'ils le prennent bien? Est-ce qu'il n'y a pas un effet justement du romantisme à l'époque incarné par Victor Hugo et Alfred de Vigny? Effectivement, au XIXe siècle, on est vraiment dans cet esprit romantique et avec les Vendéens également, puisque comme vous le disiez, il y a eu l'échec de 1815, même s'il y a eu bien sûr, c'était une victoire politique ensuite. Et il y a 1832, c'est la dernière guerre de Vendée qui est la plus méconnue, qui intervient avec la duchesse de Berry pour tenter de mettre sur le trône son fils, Henri, que ses partisans appellent Henri V, contre Louis-Philippe, qui est vu comme un usurpateur. Donc pour replacer le contexte, depuis 1815, on est revenu à la restauration de la royauté, donc avec Louis XVIII, ensuite Charles X, son frère, et en 1830 intervient une insurrection à Paris qu'on appelle la Révolution des Trois Glorieuses, 27, 28, 29 juillet 1830. En fait, c'était les libéraux qui s'opposaient au pouvoir de Charles X, qui était vu comme despotique, et Charles X avait dissous la Chambre des députés, avait fait de nouvelles élections, et avait suspendu jusqu'à ces élections la liberté de la presse, avait en fait des ordonnances justement pour suspendre cette liberté de la presse, et donc les Parisiens se sont insurgés, et donc Charles X a été obligé d'abdiquer, et Auguste va emmener en exil, va être aux côtés de la famille royale en exil en Angleterre, en fait, certains royalistes autour de la duchesse de Berry vont vouloir restaurer la monarchie légitime. Donc non pas Charles X parce que Charles X avait abdiqué, mais Henri V, donc que j'évoquais. Henri V, c'est celui qu'on appelle l'enfant du miracle, le comte de Chambord. On l'appellera plus tard le comte de Chambord. C'est le petit-fils de Charles X, le roi donc qui a abdiqué. Il s'appelle, on l'a appelé l'enfant du miracle au début puisqu'il a été à sa naissance, puisqu'il a été né de façon posthume. En fait, son père a été assassiné par un républicain en 1820, et c'est Lamartine lui-même qui à l'époque était royaliste, comme la plupart des romantiques, comme Victor Hugo, ils étaient bien royalistes au départ. C'est Lamartine qui a célébré le personnage donc d'Henri V, du futur Henri V, donc l'enfant du miracle. Et vraiment, on est dans ce romantisme à cette époque, l'idée de voir la monarchie comme, bien sûr, comme quelque chose de sacré, mais qui survit malgré la Révolution, malgré donc l'assassinat du duc de Berry, donc le père d'Henri V, qui était l'héritier présomptif, parce que c'était le seul des deux fils de Charles X qui pouvait avoir une descendance, contrairement à son autre fils. Et donc c'était vraiment l'espoir de la dynastie. À partir du moment où il est assassiné, on pense que la dynastie des Bourbons est morte, mais donc survient ce fils, l'enfant du miracle. Donc il faut imaginer que cet imaginaire justement royaliste a une grande force, notamment en Vendée. Et c'est pour cela que la duchesse de Berry, donc, qui est la veuve du duc de Berry qui est assassinée, donc la mère d'Henri V, c'est un petit peu compliqué, va tenter des insurrections pour mettre sur le trône son fils, qui à ce moment-là a seulement 12 ans, donc en 1832. Elle était en exil en Italie, elle débarque à Marseille, elle tente un débarquement à Marseille qui échoue, et ensuite elle se réfugie en Vendée pour tenter de soulever la population contre Louis-Philippe. Alors ça va échouer, il va y avoir vraiment une poignée de royalistes qui vont s'insurger en juin 1832. Armand Bérard, il y a, si j'ai bien compris à vous lire, 2 types de royauté, les ultras, les autres. C'est quoi la différence de vision de la société? C'était en 1815, quand Louis XVIII est revenu pour la seconde fois au pouvoir. Il y avait les ultra-royalistes, ceux qui voulaient vraiment une monarchie comme avant 1789, qui voulait donc rétablir la France d'avant la Révolution sans tirer les leçons de la Révolution. Et de l'autre, il y avait les libéraux, mais qui à ce moment-là étaient minoritaires, puisqu'en 1815, les ultras avaient remporté les élections. Alors il faut savoir qu'en 1815, c'est un suffrage censitaire à ce moment-là qui existe. Ce n'est pas toute la population qui vote, c'est simplement ceux qui payent suffisamment d'impôts pour pouvoir voter. Donc ça avantage l'élite, la bourgeoisie et la noblesse. Mais les ultras vont être dissous par Louis XVIII, parce que Louis XVIII, lui, voulait une monarchie tempérée. Il voulait composer entre d'un côté les libéraux et de l'autre les ultras. En fait, il voulait essayer de réconcilier les Français entre eux en n'imposant pas une monarchie qui, justement, aurait été vraiment contre-révolutionnaire finalement, puisqu'il a gardé un certain nombre de choses qui ont été créées par la Révolution et par Napoléon lui-même, que ce soit les préfets
Voilà, en fait, il a essayé de se mettre dans le lit de la Révolution, en fait, et de faire une nouvelle monarchie, finalement. Revenons à votre personnage. Auguste, il se marie à 35 ans et avec Félicie qui, elle, a 14 ans de moins, donc elle a 21 ans. Auguste, d'ailleurs, avait peut-être croisé son défunt mari à Félicie, d'ailleurs. Alors, Félicie de Duras avait épousé en premières noces le prince de la Trémoille, le prince de Talmont, qui était le fils du prince de Talmont qui avait combattu dans l'armée vendéenne et qui commandait la cavalerie vendéenne. Donc un jeune homme qui est mort à 28 ans, guillotiné à Laval. Donc une grande figure des gardes vendée, même s'il est moins connu que La Roche-Jacquelin et les autres. Et donc à 17 ans, elle est déjà veuve et elle va épouser en seconde noces Auguste de La Roche-Jacquelin. Et donc c'est pour ça qu'elle va s'appeler Félicie de La Roche-Jacquelin. Et elle voit une grande admiration pour La Roche-Jacquelin déjà, parce qu'elle a découvert les gardes de Vendée à travers les mémoires de Madame de La Roche-Jacquelin qu'on évoquait tout à l'heure. Et elle va vraiment se prendre de passion pour cette histoire et elle veut revivre les gardes de Vendée. On parlait de romantisme tout à l'heure, elle incarne vraiment cet esprit romantique vendéen. Elle veut vivre la guerre civile. Il y a un historien qui avait écrit sur ce personnage, c'est Alain Gérard qui a écrit qu'elle vivait la guerre civile comme complément du bonheur. En fait, pour elle, une vie réussie, c'était une vie comme Henri de La Roche-Jacquelin, finalement, mourir dans la fleur de l'âge pour sa cause. Oui, et puis à lire la description de l'épouse d'Auguste par Sostène de La Rochefoucauld dans votre livre, page 130, c'est d'ailleurs assez émouvant. Je voulais lire cet extrait parce qu'on sent, Armand Bérard, que les femmes, à l'époque, c'était des sacrés personnages, elles avaient un rôle, et puis c'était vraiment des caractères. Alors je cite donc Sostène de La Rochefoucauld, qui décrit donc être bizarre, original, spirituel et presque fantastique, rempli de charme, séduisant, mobile, taille de nain, physionomie gracieuse, expressive et parfois dédaigneuse, regard perçant qui vous subjugue, parole qui vous entraîne, enthousiasme qui vous séduit, caractère inébranlable dans ses résolutions, esprit distrait qui écoute peu et répond toujours à sa pensée, cœur d'Amazone aussi intrépide au feu qu'à la poursuite d'un cerf, caractère d'homme avec toutes les grâces de la femme la plus séduisante, plus passionné que sensible, détestant la contrariété, ne comprenant pas qu'on puisse penser autrement qu'elle, cherchant peu à éclairer ceux qui sont dans l'erreur, ne s'abandonnant jamais à son opinion, vous écrasant d'un mot et sans donner l'air, calculant beaucoup, vive, impétueuse, enthousiaste, un peu exagérée, telle enfin vous m'avez apparu Félicie. Finalement, on peut dire que Lucie, c'est à la royauté ce qu'au lame de Gouges est à l'anarchie. Félicie, Félicie, c'est vrai elle incarne cet esprit romantique et qu'on retrouve aussi avec la duchesse de Berry qu'on évoquait tout à l'heure. Alors on peut faire, si on veut, une comparaison avec Olympe de Gouges, mais bon, d'un point de vue politique bien différent. Mais c'est vrai qu'au XIXe siècle, on constate qu'il y a une certaine lassitude chez les Vendéens, notamment chez les chefs vendéens, avec l'insurrection de 1832 qui a lamentablement échoué. Alors qu'au contraire, celles qui ont animé, cette insurrection a été animée vraiment par les femmes, par Félicie de La Roche-Jacquelin, son amie également Félicie de Fauveau, elles s'appellent toutes les deux Félicie, qui était une grande sculptrice et qui était un petit peu l'aide de camp de Félicie de La Roche-Jacquelin. Et elle a animé cette insurrection dans son château de Landebaudière, à la Gobrotière, près des Herbiers, en Vendée. Et elle a vraiment été l'âme de cette insurrection. Et puis bien sûr la duchesse de Berry, qui a été la tête pensante de cette insurrection. Elle a été obligée de se réfugier à Nantes après l'écrasement de l'insurrection. Elle s'y est cachée plusieurs mois et elle a été donc ensuite capturée, mais d'une façon assez rocambolesque, puisqu'elle était cachée avec quelques proches derrière une cheminée. En fait, il y avait un petit réduit et elle s'y est cachée, et en fait elle a été repérée à partir du moment où les soldats qui fouillaient la maison ont commencé à allumer un feu pour se chauffer, puisqu'on était au mois de novembre, donc il faisait froid, et c'est comme ça qu'elle a été obligée de sortir. Donc, voilà, on est vraiment dans un roman, et la vie d'Auguste de La Roche-Jacquelin, c'est vraiment un roman. Il y a un carnet de photographie dans votre livre d'ailleurs, avec les portraits. On voit Félicie de Fauveau là notamment. Elle sera peintre à Florence, je crois aussi. Alors elle a commencé comme peintre, mais elle va être sculptrice. Elle va être vraiment connue comme sculptrice. Oui. La duchesse du Berry, elle est aussi dans votre livre, hein, dans le portfolio. Elle est jolie, ma parole. Et donc c'était la mère d'Henri V, donc l'épouse du duc de Berry, qui a été assassinée donc en 1820. Et si on écoutait une pause musicale, est-ce que vous avez une idée comme ça? Au Débeauté, Armand Bérard, à la Chouane. Une musique que j'aime beaucoup, qui est assez tragique, c'est la 7e symphonie de Beethoven, le 2e mouvement.
Chemin de traverse sur RCF. Armand Bérard, je voudrais juste parler de Henri, le neveu d'Auguste, qui va être adopté par lui-même, et donc dans une lettre qu'il écrit, faire lire ce petit extrait. Mon cher oncle, voici déjà 2 jours que j'aurais dû vous écrire, mais le désir ardent que j'avais de vous donner des nouvelles satisfaisantes sur mon compte pour mon début dans le travail m'a fait retarder jusqu'ici de remplir ce devoir. Tout ce que je puis dire, c'est que M. Guedet m'a dit qu'il était extrêmement content de moi, sous le rapport de la sagesse et surtout sur celui du travail. Voici comment est distribuée la journée. Je me lève à 6 heures, je fais la prière et je travaille jusqu'à 8 heures, après quoi j'ai une demi-heure pour faire mon premier déjeuner. Ensuite je reprends mon travail jusqu'à 11 heures, je déjeune pour la seconde fois, je m'amuse jusqu'à midi. Je reprends mon travail jusqu'à 5 heures, je dîne et après je vais en promenade jusqu'à 8 heures. À 8 heures je travaille jusqu'à 9h30 et ensuite je me couche après avoir prié Dieu pour toute la famille, pour M. Chatin, M. Guedet et je n'oublie pas le bon Fonteny. J'ai surtout bien soin de demander à Dieu la sagesse afin que vous puissiez venir me voir et que vous me receviez dans vos bonnes grâces. Je le remercie de m'avoir donné un oncle si bon et si patient qui me donne tous les jours des nouvelles preuves d'amitié, etc. Est-ce que c'est pas un peu disparu cette profonde foi et cette piété de nos jours et qu'on voit dans votre livre en fait, Armand Bérard? Alors, si, bien sûr, elle n'est plus aussi présente dans la société qu'elle ne l'était au 19e. Et la famille Laroche-Jacquelin était bien sûr animée d'une profonde piété et d'une fidélité ardente envers la cause royale. Donc ils ont défendu, bien sûr, en de nombreuses reprises. Et puis, cette famille a été profondément marquée par les guerres civiles, par les deuils qu'elle a rencontrés. Henri de Laroche-Jacquelin, bien sûr, en 1794, Louis, qu'on a évoqué tout à l'heure, en 1815. Donc tout ça crée un poids, en fait, dans cette famille. Et vous disiez tout à l'heure, en parlant du romantisme, cette famille va finalement s'enfermer finalement dans ce passé idéalisé. Et Henri, donc le jeune Henri que vous avez évoqué là tout à l'heure, incarne un renouveau dans cette famille. Et ce personnage est vraiment passionnant pour plusieurs raisons. Armand Bérard, l'insurrection royaliste ne prend plus en France en fait. Alors Auguste, il part en Espagne. Qu'est-ce qui se passe là-bas? Alors Auguste, il anime finalement ce que certains historiens ont appelé l'internationale blanche, c'est-à-dire défendre dans d'autres pays la cause royale, là où on ne peut plus la défendre en France, puisqu'à partir du moment où Louis-Philippe a triomphé, donc en écrasant l'insurrection vendéenne en 1832, des royalistes vont se sentir, qui sont avant tout des militaires, vont prêter leur épée, vont se battre pour d'autres souverains, pour défendre la légitimité en fait. Et ça va être le cas au Portugal, donc, où ils vont défendre un prétendant à la couronne portugaise, Dom Miguel, qui est aux prises avec son frère Dom Pedro. Et donc c'est un conflit assez compliqué et qui ensanglante le pays. Et un certain nombre de volontaires royalistes vendéens, il n'y a pas que des Vendéens, mais un grand nombre de Vendéens, vont partir là-bas pour défendre Dom Miguel. Et notamment avec le général de Bourmont, qui est en fait celui qui commandait l'armée royale sous Charles X et qui s'était illustré lors de la prise d'Alger, donc qui avait conquis Alger sur les Barbaresques. Et Auguste donc va combattre plusieurs mois là-bas et il va revenir, puisqu'il y a eu des dissensions, il est reparti avec une partie des volontaires et ensuite une partie de ces volontaires vont combattre en Espagne, vous évoquiez tout à l'heure, ce qui est à ce moment-là ce qu'on appelle les guerres carlistes, c'est-à-dire qu'aussi bien en Espagne ou au Portugal comme en France, on a d'un côté les libéraux, ceux qui veulent une monarchie rénovée en prenant exemple sur la Révolution française, et de l'autre ceux qu'on a appelés les absolutistes, ceux qui sont restés dans un modèle d'avant la Révolution française. À l'époque aussi, on conteste la légitimité de Louis XVIII, et pourtant un simple paysan affirme avoir eu des révélations et va même décrocher un entretien avec le roi. Pourquoi et comment? Alors ça, cet épisode est celui de Thomas Martin du village de Galardon. C'est un paysan qui dit avoir vu en apparition l'archange Saint Gabriel qui lui serait apparu dans ses champs pendant qu'il était en train de travailler au champ. Donc l'archange Gabriel lui aurait dit, Saint Gabriel lui aurait dit que Louis XVIII n'était pas le souverain légitime pour la France. Et donc vous savez, il y a toute une mouvance qui considère que Louis XVII a survécu à la prison du Temple, qu'il n'est pas mort au Temple, et c'est ceux qu'on appelle les survivantistes. Alors il va y avoir beaucoup pendant la Restauration de prétendants, de personnes qui vont se prétendre être Louis XVII. Et l'un des plus connus est Naundorf,
un prétendant qui a eu beaucoup d'émules, enfin beaucoup de partisans, et notamment Thomas Martin, donc, qui finira par considérer Naundorf comme le légitime souverain, le légitime Louis XVII. Et donc Thomas Martin a eu ces révélations et par l'entremise du duc de Montmorency a pu avoir un entretien avec Louis XVIII. Et en fait, on ne sait pas vraiment ce qu'ils se sont dit, mais donc le paysan, qui est un simple paysan des environs de Chartres, donc le village de Galardon, a pu avoir un entretien avec Louis XVIII. Donc on n'a pas d'entretien, de compte-rendu direct de cet entretien, mais on pense que Thomas Martin aurait fait une révélation qui a particulièrement touché Louis XVIII, à savoir que Louis XVIII aurait tenté, avant la Révolution, puisque vous savez qu'il était assez frivole, et il animait finalement une opposition contre son frère Louis XVI, il aurait tenté, lors d'une partie de chasse, d'assassiner son frère. Ça a échoué, mais donc quand Louis XVIII a entendu ces paroles, il se serait effondré en larmes. Alors je parle au conditionnel parce qu'on n'en est pas vraiment sûr, c'est des comptes rendus qu'on a mais par d'autres personnes. Et donc Thomas Martin finalement donc, a animé ce courant survivantiste. Et pour revenir à Auguste de la Rochejaclin était persuadé en son fort intérieur que Louis XVII a survécu à la prison du Temple. Et c'est ça qui est assez particulier chez lui, c'est qu'il est fidèle à la fois à Louis XVIII et à Charles X, puisque c'est un militaire, il accompagne ensuite Charles X en exil, mais au fond de lui, il pense que Louis XVII a survécu. Et il finira aussi par considérer Naundorf comme le véritable Louis XVII. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Alors il est vraiment difficile de se faire une idée sur cette question de Louis XVII, puisqu'il y a énormément de choses contradictoires, et il y a toujours une part d'ombre et d'énigme autour de Louis XVII. Alors même encore de nos jours, il y a des personnes qui considèrent que Louis XVII a survécu. Malgré l'analyse qui a été faite du cœur de Louis XVII en l'an 2000, il y a encore des personnes qui considèrent que Louis XVII n'est pas mort et que Naundorf, mais il y a d'autres prétendants, mais que la plupart quand même des survivantistes considèrent que Naundorf est le véritable prétendant. Alors moi j'ai pas vraiment d'avis là-dessus, j'essaie de voir les choses en historien, de manière froide et scientifique dans la mesure du possible, mais je n'ai pas d'avis tranché sur la question. Mais sa sœur, donc la sœur de Louis XVII, la duchesse d'Angoulême, elle a varié. Au début, dans votre livre, on lit qu'elle finalement elle pensait que son frère était vraiment mort au Temple, et puis finalement, à la fin de sa vie, sur son lit de mort, elle aurait révélé effectivement à Auguste de la Rochejaclin que Louis XVII ne serait pas mort au Temple. Alors le problème, c'est que j'ai retrouvé des sources assez contradictoires, et c'est toujours de seconde main. En fait, donc il est toujours très difficile de se faire vraiment une idée sur ce dossier Louis XVII qui continue d'une certaine manière à être une énigme. Merci. Écoutez, Armand Bérat, pour cette partie sur Auguste le Balafré, votre roman, enfin non, c'est votre biographie, parce que c'est pas un roman, c'est plutôt une biographie qui n'est pas du tout romancée, d'ailleurs, aux éditions Le Lys et le Lin. C'est une maison d'édition que vous avez créée, je crois, mais et vous publiez en fait plusieurs auteurs. Alors, j'avais créé cette maison d'édition au départ pour publier mes livres. En fait, j'avais donc écrit une série de romans, le roman de la Gerbelière, et ensuite j'ai publié un auteur que je connaissais. J'en ai publié un deuxième, et petit à petit, le bouche à oreille a fait que on m'a proposé un certain nombre de manuscrits. Donc, j'ai développé cette activité en parallèle de ma profession, donc, qui est celle d'enseignant. Et donc, j'ai à ce jour une dizaine d'auteurs que j'ai publiés, et puis donc de nombreux projets pour les mois et années à venir. Vous pourriez nous en dire quelques mots ? Alors donc jusqu'à présent c'était des ouvrages qui traitaient plutôt des guerres de Vendée, de l'histoire des guerres de Vendée, mais justement je souhaitais aussi élargir la ligne éditoriale. J'ai édité là, il y a quelques semaines un livre d'une jeune auteure, Clotilde Colette, qui a écrit un très beau roman sur les croisades qui s'appelle Le Chant du Cygne, qui est le premier tome d'une série de 3 tomes, donc ce sera une trilogie. Et donc c'est une jeune auteure de 22 ans qui a vraiment écrit un très beau roman, et je trouve encourageant justement de voir qu'il y a de jeunes auteurs, de ne pas se sentir seul finalement, de voir qu'il y a d'autres auteurs qui veulent justement défendre cette histoire à travers le roman. Et je trouve que c'est complémentaire, le roman et le livre d'histoire, puisque donc Auguste le Balafré, comme vous le disiez, est une biographie historique, mais je trouve que ça touche 2 publics différents et ça se complète finalement. Mais vous aussi, non, vous devez avoir 27 ans, non, Armand Bérat ? Oui, j'ai 27 ans. Oui. Je rappelle le titre de votre livre, Auguste le Balafré, un livre passionnant donc sur ce chef vendéen aux éditions Le Lys et le Lin. À bientôt, au revoir. Au revoir, merci.
Armand Bérard, vous êtes vendéen d'adoption, enseignant et doctorant en histoire, passionné de littérature depuis l'enfance et bénévole au Puy du Fou depuis maintenant 15 ans. Vous avez publié en 2016, à 22 ans, le premier tome d'une saga historique, le roman de la Durbelière, un hommage aux ruines romantiques de la demeure natale du généralissime Henri de la Roche-Jacquelin et aux lieux des guerres de Vendée. S'en suivront 3 autres tomes aux éditions Le Lys et le Lin, une maison d'édition que vous avez contribué à créer. Dernière partie de notre série d'émissions autour de votre livre Auguste le Balafré. Merci de nous recevoir, l'auditeur et moi, ici en Vendée. Petit bond dans le temps, donc on a dit, pour essayer d'y voir clair dans ces guerres de Vendée et puis ces régimes qui se succèdent, c'est compliqué cette période-là. On va essayer de clarifier un petit peu, si vous voulez bien, pour les auditeurs et pour moi-même. Des fois j'ai un peu de mal. Alors, il y a les Bourbons, il y a 2 branches, la branche aînée et la branche cadette, c'est-à-dire... Alors la branche aînée donc, est celle des Bourbons, donc, avec Louis XVIII, Charles X, et il y a la branche cadette, la branche des Bourbons-Orléans avec Louis-Philippe. C'est lui qui prendra le pouvoir en 1830 à la suite des Trois Glorieuses. Louis-Philippe, c'est pas lui qui a fomenté la Révolution française? Alors c'est son père, donc, qui était aussi qui était duc d'Orléans et qu'on a appelé le Philippe Égalité et qui a voté la mort du roi lors du procès de Louis XVI. Et puis c'est lui qui a envoyé les militaires au château des Tuileries, non? Pour massacrer la garde suisse, est-ce que c'est lui, Philippe Égalité, qui a envoyé les militaires pour assassiner son frère? Alors donc à ce moment-là, c'est au moment de la Convention, peu de temps après les prises des Tuileries, il a siégé avec les montagnards, c'est-à-dire qu'il était avec les révolutionnaires les plus exaltés, les plus radicaux, alors qu'il était duc d'Orléans. Mais il avait enlevé sa particule et donc c'est pour ça qu'il s'appelait Philippe Égalité. Malgré tout, les révolutionnaires ne lui pardonneront pas ses origines et il finira guillotiné pendant l'année 93. Est-ce qu'il était franc-maçon, Armand Bérard? Oui, il dirigeait le Grand Orient de France depuis 1773. Donc on peut considérer qu'il a eu quand même une grande influence dans la genèse de la Révolution française. Armand Bérard, je lis dans votre livre Auguste le Balafré, à propos des femmes qui jouent un rôle important dans cette histoire. On dit souvent que derrière un grand homme se cache une grande femme, mais là, derrière des grands hommes, se cachent des grandes femmes aussi. Page 213 de votre livre, dans cet élan romantique que constitue le soulèvement de 1832, les femmes ont joué un grand rôle, faisant pour l'historien Jean-Joël Bréjon meilleure figure que beaucoup d'hommes. Outre la duchesse du Berry et les 2 Félicie, on peut également citer l'exemple de Céline de la Robrie, assassinée par un soldat de Louis-Philippe, Élisabeth Le Chauve qui s'est ruinée pour Marie-Caroline, les sœurs de Guigny qui la cachèrent, ou encore Stylite de Kersabiec, l'une des amies intimes. Jean Charbonnet évoque à ce propos, donc je cite, « Les femmes ont été nombreuses à l'avant-garde de combat de la légitimité du XIXe siècle ». Est-ce qu'on pourrait citer d'autres femmes aussi, Armand Bérard, qui ont participé aux guerres? Aux guerres de Vendée. Donc en fait, c'est principalement les 2 Félicie et les duchesses de Berry, mais comme vous évoquiez, il y a aussi d'autres femmes qu'on connaît moins, beaucoup de femmes de l'aristocratie, mais pas seulement. Vous avez évoqué donc Céline de la Robrie qui a été assassinée par les soldats de Louis-Philippe. Effectivement, comme je disais tout à l'heure, on est dans ce romantisme au 19e et j'ai l'impression que les femmes finalement ont voulu suivre finalement un peu les pas de Jeanne d'Arc, alors que beaucoup d'hommes étaient peut-être plus prudents, plus politiques, et on voit notamment en 1832, quand Félicie de la Roche-Jacquelin préparait l'insurrection en Vendée, qu'elle était la plus intransigeante, la plus exaltée, alors que beaucoup d'hommes qui étaient présents étaient beaucoup plus prudents, notamment d'Autichamp, qui est un chef vendéen qui avait combattu depuis 1793. On voit que lui, il considère comme que cette insurrection n'a aucune chance de succès. Et donc, on voit que oui, que les chefs vendéens sont beaucoup plus prudents et beaucoup plus mous, je dirais même, par rapport aux femmes qui sont finalement un peu des passionnariats de la cause légitimiste à cette époque. Vive les femmes, en gros. Alors, revenons aussi à notre personnage, Auguste, le héros, si j'ose dire, le vrai héros de votre livre, Armand Bérard, donc Auguste le Balafré aux éditions Le Lys et le Lin. Auguste et son épouse seront finalement condamnés par contumace et s'exilent de nouveau. Après une campagne au Portugal, ce sera la dernière, il revient en France pour sa retraite bien méritée. Et pourtant, là, Auguste se résigne à une vie plutôt calme, au grand désespoir de son épouse. Oui.
Donc Félicie, oui, parce qu'elle continue toujours à être intransigeante jusqu'au bout, jusqu'à ses derniers jours. Et Auguste, de retour du Portugal, va être désabusé et il comprend qu'on ne peut plus changer le cours des choses. Et quand il revient en France après une amnistie du roi Louis-Philippe en 1835, il va se cantonner à rester dans la vie privée. Il ne va plus participer à la politique ou à des tentatives d'insurrection. Il va en fait notamment aussi être connu comme étant un grand chasseur. Il va beaucoup chasser avec ses amis, que ce soit en Vendée, à Chambord, en forêt de Chambord, ou à Ussé, en Touraine, puisque son épouse Félicie possédait de nombreuses propriétés. Donc il est connu comme un grand chasseur, et notamment si on va au château de Chambord, on peut voir encore de nos jours ce qu'on appelle le bateau-voiture. Oui, c'est vrai, il avait inventé quelque chose. C'est incroyable ça. Il a fabriqué lui-même un espèce de véhicule amphibie. Voilà, c'est ça, un véhicule amphibie, donc il fait à la fois voiture et à la fois donc bateau, pour poursuivre le gibier s'il venait à traverser un cours d'eau ou un lac. Ah oui, il y a une description de scène de chasse terrible dans votre livre où on voit en fait un cerf qui n'en finit pas de mourir et finalement... Oui, Auguste était vraiment un grand chasseur, c'était finalement sa seule activité finalement après le retour en France. Si on prend le portfolio de votre livre avec les photos, il y a une photo, alors c'est surprenant parce que c'est un chef vendéen, mais il y a des photos. Nous sommes donc en 1867, donc il a plus de 80 ans, et on voit cette photo dans votre livre. Effectivement, c'est un monsieur à barbe, il a un triste regard en fait, c'est le portrait d'Auguste vers 1865. Est-ce qu'il était désabusé sur la fin, Armand Bérard ? Je pense qu'il était désabusé, effectivement, on le voit dans son regard. Vous parliez tout à l'heure d'un personnage froid, et c'est toute la différence avec son neveu, Henri, que vous évoquiez aussi tout à l'heure, qui était un personnage exalté, fougueux, et justement, peut-être qu'après on pourra revenir sur ce personnage d'Henri, qui est vraiment un petit peu le contraire de son oncle Auguste. Oui, et puis, bien que j'ai lu avec attention votre livre, je n'avais pas vu aussi la photo du bateau-voiture, là, au milieu de votre livre, traîné par un cheval, c'est une barque. Avec, en fait, on dirait une barque-charrette un petit peu. Oui, c'est ça. Et donc, on peut encore en trouver un exemplaire donc à Chambord, au château de Chambord. Vous l'avez vu ? Oui, elle est encore exposée dans le château. La vraie ? Oui, alors parce qu'il y a eu plusieurs versions, et on peut même retrouver des photos du début du XXe siècle où on voit ces bateaux-voitures de la Roche-Jacquelin d'Auguste. Bon, on va écouter une pause musicale. Qu'est-ce que vous choisissez, Armand Bérard, comme musique ? Vous avez le choix ? Bien, je vais choisir le Miserere d'Allegri.
Chemin de traverse sur RCF. Après avoir écouté le Miserere d'Allegri, vous allez nous raconter une histoire à propos de cette musique qui vous a particulièrement marqué, Armand Bérard. Alors j'aime beaucoup cette musique puisque bon déjà elle est magnifique et c'est aussi avec je veux dire ayant été Puy Follet pendant longtemps bénévole au Puy du Fou, cette musique servait pour l'un des parcours qui existait au Grand Parc qui s'appelait le chemin de la mémoire, un chemin qui retraçait les gares de Vendée. Alors c'était avec des mannequins mais c'était quelque chose de très émouvant. Il commence à pleuvoir ici, on est en Vendée. Si je regarde les nuages, je ne sais pas si ça va continuer. Cependant, pour terminer cette émission, donc retour pour notre émission Armand Bérard, Chemin de traverse autour de votre livre Auguste Le Balafré. Notre vaillant homme donc retourne à la terre finalement. C'est la terre qui l'intéresse, car l'industrie l'intéresse pas beaucoup. Puis l'industrie, ça tue les âmes et le corps, comme on dit. Et pourtant, exploiter sa terre, ça peut encore servir la cause légitimiste. Expliquez-nous ceci. Oui, effectivement. On voit qu'à 1832, c'est vraiment une rupture. Les légitimistes ne vont plus chercher à renverser le pouvoir, parce qu'ils voient que c'est impossible, mais ils vont se replier sur leur terre. Alors, c'est pas forcément pour se replier dans leur château, mais c'est aussi pour, développer localement des solidarités, en fait, entre la noblesse et la paysannerie, ce qui existait déjà avec les guerres de Vendée, puisqu'il ne faut pas oublier que c'est la paysannerie qui est allée chercher les nobles, et ce qui montre vraiment ce lien qui existait entre les paysans et la noblesse, qui n'était pas du tout un lien de sujétion, mais c'était vraiment, ils vivaient la même vie, c'était pas du tout la noblesse de cour à Versailles, c'était vraiment la noblesse provinciale, la petite noblesse poitevine, qui partageait la même vie que ses paysans. Et au XIXe siècle, on a le prolongement de ces solidarités, et la famille La Roche-Jacquelin, notamment, était très aimée de ses paysans. Notamment Félicie, qui était, en plus d'être intransigeante, envers la cause légitimiste, était très aimée des paysans, puisqu'elle animait des œuvres de bienfaisance. Elle a même ouvert une école de jeunes filles dans la maison du Rabot, que la famille, que Auguste habitait quand il venait en Vendée, puisque, donc, comme je disais, ils avaient pas mal de propriétés, donc ils bougeaient dans plusieurs endroits, notamment le château d'Ussé en Touraine, en Suisse, et ils avaient également une maison à Paris, et un hôtel à Paris. Et donc c'est pour ça que la famille La Roche-Jacquelin était très aimée localement. Alors pourquoi est-ce qu'on dit que la Révolution finalement c'est contre la noblesse et que la noblesse c'est tous des vendus, alors que finalement je crois qu'il me semble que la noblesse de cour c'est seulement 5% de la noblesse. Alors pourquoi est-ce qu'on a ce cliché dans tous les programmes de l'éducation nationale de la noblesse, ce sont en gros des méchants Alors vous savez bien que celui qui écrit l'histoire, c'est le vainqueur, et donc forcément il faut toujours montrer finalement comme s'il y avait une lutte des classes, alors que la lutte des classes n'existait pas au XVIIIe siècle. On présente toujours la Révolution comme étant le triomphe du peuple contre la noblesse. La réalité est bien différente. Il suffit de lire Marx, qui n'était pas le plus grand des contre-révolutionnaires, loin s'en faut, qui disait bien que c'est la bourgeoisie qui a triomphé avec la Révolution. Donc la bourgeoisie a utilisé le peuple, mais c'est bien la bourgeoisie qui a tiré profit de la Révolution, et notamment de manière économique avec la vente des biens nationaux. Vous savez que le clergé l'Église était très riche avant la Révolution, et l'État, qui cherchait désespérément de l'argent au moment de la Révolution, a saisi les biens du clergé, donc ce qu'on appelle les biens nationaux, qui ont été ensuite vendus et qui ont permis à la bourgeoisie vraiment de s'enrichir. Donc il y a aussi un facteur économique, aussi un socio-économique dans les guerres de Vendée qu'il ne faut pas oublier. Mais effectivement, la noblesse, alors après ça peut dépendre des régions et des provinces, mais en tout cas dans l'ouest de la France, la noblesse vivait la même vie que ses paysans, et sinon il n'y aurait jamais eu de guerre de Vendée. Il n'y aurait jamais eu de guerre de Vendée, puisque c'est la noblesse et la paysannerie qui s'est battue, et il faut absolument se défaire de la vision de Victor Hugo, qui est celle de paysans abrutis, manipulés par leurs prêtres et par la noblesse. Ce n'est pas du tout le cas, c'est vraiment une révolte populaire au départ, et qui ensuite va chercher la noblesse parce que les nobles, même s'ils vivaient en province, étaient tous des anciens officiers de l'armée royale, donc ils avaient l'expérience de la guerre, et donc c'est les paysans qui vont chercher les nobles et non pas l'inverse. Il y a eu un roman de Victor Hugo, non, 1793 je crois. 93 de Victor Hugo, très beau roman, magnifiquement écrit, mais bon, qui est quand même assez loin de la réalité, donc, puisque Victor Hugo, lui, a un rapport particulier avec la Vendée, puisque sa famille était
était d'un côté, sa mère Sophie Trébuchet était royaliste, et son père, le général Léopold Hugo, était un révolutionnaire, un général de la République, qui a d'ailleurs servi en Vendée. Et en fait, donc, Victor Hugo se présente comme étant l'incarnation de ces deux mondes, la Révolution et la Vendée. Et dans sa jeunesse, le Victor Hugo était royaliste, était un fervent légitimiste. Il avait écrit des poèmes en l'honneur du comte de Chambord, donc Henri V. Et ensuite, il va devenir... Bon, avec le contexte politique, il va se déporter progressivement sur la gauche, républicain et à la limite socialiste finalement dans ces dernières années. Revenons plutôt à notre personnage Auguste de la Roche-Jacquelin, Armand Bérard. Il va finalement aussi fonder vers la fin de sa vie des œuvres pieuses. Il y a eu beaucoup d'œuvres de charité, en plus de créer une école pour jeunes filles donc dans le village de Saint-Aubin-de-Bobigné, qui est vraiment le village où la famille est établie de longue date, avec le château de la Durbelière. Et c'est de ce château de la Durbelière dont on peut encore admirer les ruines, puisque ce château a été brûlé à 5 reprises pendant la guerre de Vendée. C'est de ce château qu'Henri de la Roche-Jacquelin est parti en 1793 avec 3000 paysans qui sont venus le chercher. Et c'est là qu'il a déclamé la fameuse harangue que vous lisiez tout à l'heure: « Si j'avance, suivez-moi, si je recule, tuez-moi, si je meurs, vengez-moi », et qui va rester ancré dans les mémoires, et d'ailleurs qui va être utilisé pour la devise de la famille La Roche-Jacquelin au XIXe siècle. Il va y avoir une devise qui va être adoptée, c'est Vendée, Bordeaux, Vendée. Alors juste pour la petite anecdote, pourquoi Vendée, Bordeaux, Vendée? Puisque Vendée, ça fait référence à 1793, Bordeaux, ça fait référence à un épisode en 1814, quand Louis XVIII revient au pouvoir. La ville de Bordeaux se rallie à Louis XVIII, est la première ville de France à se rallier à Louis XVIII, et Louis de la Roche-Jacquelin était dans les troupes en fait qui sont rentrées dans Bordeaux, et en fait c'est lui qui a joué un grand rôle pour permettre pour que Bordeaux en fait rallie Louis XVIII. Donc c'est pour ça que Bordeaux est écrit sur la devise de la Roche-Jacquelin, et Vendée bien sûr ça fait référence à la deuxième insurrection de 1815. Louis, le frère d'Auguste de la Roche-Jacquelin. Alors également, finalement, en politique, donc on a vu Auguste, il abandonne, il est un peu désabusé. Et pourtant, son neveu va prendre la relève. Alors les légitimistes royalistes doivent-ils composer forcément avec la République pour être députés? Mais est-ce que sur le fond, ceux qui composent restent les mêmes, Armand Bérard? Alors le personnage d'Henri, à ne pas confondre avec le chef vendéen Henri, alors c'est vrai qu'ils portent tous les mêmes prénoms. On a parlé tout à l'heure de la marquise de la Roche-Jacquelin qui avait épousé en secondes noces Louis de la Roche-Jacquelin. Louis qui est mort en 1815 à la ferme des Mattes. Ils ont eu plusieurs enfants, et dont un fils qui s'appelle Henri, donc ce qui montre déjà le souvenir en fait de Henri, du grand chef Henri qui se perpétue, et donc cet Henri était voué à une carrière militaire comme tous ses ancêtres, tous ses aïeux avant lui. Et au départ, il intègre l'école militaire de Saint-Cyr. Il a servi en Espagne en 1823 avec Auguste. Il a servi également en tant que volontaire pour combattre dans l'armée russe contre les Turcs en 1828, donc juste avant les Trois Glorieuses. Et les Trois Glorieuses marquent vraiment une rupture. On parlait tout à l'heure de rupture chez les légitimistes avec 1832. Là, on a une rupture aussi chez Henri, puisqu'il refuse de servir Louis-Philippe, mais d'un autre côté, il refuse aussi de rejoindre la duchesse de Berry pour se battre en Vendée. On parlait aussi tout à l'heure du Portugal, où Auguste s'était battu. Il faut savoir qu'il s'est battu avec un frère d'Henri, de son neveu Henri, qui s'appelait Louis Lescure de la Roche-Jacquelin. Donc on voit là, c'était en hommage au chef vendéen Lescure, le premier époux de la marquise de la Roche-Jacquelin. Et ce jeune Louis Lescure va mourir sous les murs de Lisbonne. Donc c'est juste un exemple pour vous montrer que les deuils successifs de la famille la Roche-Jacquelin vont vraiment avoir un impact très grand chez Henri, et va le conforter dans l'idée qu'il faut restaurer la monarchie, mais autrement que par la guerre civile. C'est pour ça qu'il a refusé de servir la duchesse de Berry. Mais Félicie de la Roche-Jacquelin, très intransigeante, va toujours reprocher jusqu'au bout, jusqu'à ses derniers jours, à Henri d'être finalement un traître. Il sera député du Morbihan, non? Oui, Henri est vraiment un personnage passionnant, puisqu'il incarne une nouvelle génération de légitimistes, et il va finalement là où l'ancienne génération de légitimistes se replie sur ses terres, mais bon, on l'a vu, il n'était pas complètement inactif, puisqu'ils entretenaient des liens de solidarité très forts avec la paysannerie. Henri, lui, c'est un homme de son temps, c'est un homme du 19e siècle, il est né en 1805, donc il n'a pas connu la Révolution française. Il incarne une nouvelle génération, et dans un premier temps, donc comme je disais, il quitte l'armée puisqu'il refuse de prêter serment à Louis-Philippe, et il va s'engager en tant qu'entrepreneur.
entrepreneur puisqu'il va soutenir de ses fonds personnels l'entreprise d'un industriel nantais qui s'appelle Vincent Gache, qui est un constructeur de bateaux à vapeur qu'on appelle les inexplosibles de la Loire, qui permettait de faire la navigation de la Loire jusqu'à Nevers. Et donc Henri va se lancer dans cette entreprise avec cet industriel nantais qui va avoir un grand succès. Et c'est à la suite de cette vie d'entrepreneur qu'il va tenter de se présenter comme député. Alors c'est assez particulier à cette époque puisqu'on parlait tout à l'heure du suffrage censitaire, c'est simplement l'élite fortunée qui peut voter. Et aussi du fait qu'à cette époque, pour voter, il faut prêter serment au pouvoir en place. Donc c'est pour ça que beaucoup de royalistes refusent de participer aux élections puisque voter, ça équivaut à reconnaître le pouvoir de Louis-Philippe. Donc c'est pour ça que la Vendée est un territoire qui refuse de participer aux opérations électorales. Et c'est pour ça que La Rochejaclin, donc cet Henri ne se présente pas en Vendée. Ça aurait été beaucoup plus simple. Mais il va se présenter d'abord à Orléans, où sa mère vivait donc elle vivait ses vieux jours à Orléans. Il va échouer à Orléans, il va tenter aussi de se présenter à Nantes, échec, et il va se représenter une troisième fois en 1842 dans le Morbihan, qui était une terre très légitimiste, mais qui, à la différence de la Vendée, elle, n'hésitait pas à participer aux opérations électorales. Et donc c'est pour ça qu'il va être élu du Morbihan, de la circonscription de Ploërmel. Et pour terminer, Armand Bérard, donc revenons à Auguste, finalement à la fin de sa vie. Ce qui comptera beaucoup pour lui, c'est la messe quotidienne et la prière également. Ah oui, Auguste était très pieux jusqu'au bout, donc il reste fidèle à la fois donc à la cause royale et également donc fidèle catholique. Et il va mourir à un âge très avancé, à l'âge de 84 ans, en 1868, à la fin du Second Empire. Nous sommes le 21 novembre 1868, il est 3h du matin, il est rappelé à Dieu, et Félicie pourtant ne l'oubliera jamais et continuera à œuvrer pour le salut de son âme. Alors Félicie, qui était beaucoup plus jeune par rapport à Auguste, va lui survivre. Elle va décéder en 1883 et effectivement elle a fait en sorte qu'il y ait une messe perpétuelle en faveur des trois frères La Rochejaclin, Henri, Louis et Auguste. Les messes à perpétuité, pour expliquer aux auditeurs, c'est... Donc c'est une messe qui doit être célébrée tous les ans à la date de la mort de chaque frère La Rochejaclin, qui devait être célébrée donc pour le salut de l'âme du défunt. Est-ce que ça continue encore ? Alors, pas à ma connaissance, je ne pense pas que la messe à perpétuité existe encore de nos jours. Pour terminer, le mot de la fin, finalement, Armand Bérard, Auguste de La Rochejaclin, ce n'était ni un dialecticien, ni un publiciste, ni un orateur, c'était un chevalier. Il étonnait notre temps et notre temps l'étonnait. C'est une citation de votre livre. Est-ce qu'il y a des hommes encore actuellement, des hommes de notre temps, des hommes contemporains ou modernes qui ont cette étoffe, et cette étoffe d'un héros? Donc la citation est celle du journaliste Alfred Nettement, un grand journaliste et homme politique légitimiste du 19e, député aussi du Morbihan également. Alors vous me posez la question par rapport à des hommes de notre époque. C'est vrai que j'ai tendance à considérer que dans le passé, il était plus facile d'être chevalier, et peut-être que Auguste était l'un de ces derniers chevaliers au XIXe siècle, donc chevalier égaré dans le XIXe siècle, et c'est pour ça qu'il était en décalage complet avec le nouvel esprit du XIXe, alors qu'Henri, lui, beaucoup plus pragmatique finalement, a décidé de devenir homme politique, tout en gardant quand même la fidélité à ses convictions. Alors par rapport à des hommes ou des femmes à notre époque... Oui, je n'oubliais pas les femmes naturellement. C'est vrai. Avec un grand H. Vous me parliez tout à l'heure d'où me venait cette passion pour l'histoire et pour l'histoire de la Vendée en particulier. Moi j'ai été très tôt marqué par ma rencontre avec le Puy du Fou à l'âge de 8 ans. Je suis devenu bénévole. C'est quelque chose qui m'a vraiment marqué. J'ai embrassé toute cette histoire vendéenne à l'âge de 8 ans. J'avais joué notamment le rôle du petit Jacques, qui est un personnage qui ouvre le spectacle. Moi c'est vraiment des choses qui me sont restées et qui, je pense, font que je m'intéresse à l'histoire aujourd'hui. Donc voilà, forcément le Puy du Fou, on peut manquer de saluer l'œuvre de Philippe de Villiers, tout ce qu'il a fait pour le Puy du Fou et pour la Vendée. Moi c'est un personnage qui m'a marqué. Vous le connaissez ? Oui, je le connais, oui, et qui m'inspire forcément. Je pense que beaucoup de personnes se sentent inspirées par ce qu'il a pu faire et qui justement montre qu'on peut s'engager d'une autre manière, parce que bien sûr il a une vie politique, mais on peut s'engager aussi d'une autre manière par la plume finalement, par la culture, par le spectacle, pour défendre aussi ses idées et sa vision aussi de la France. Votre maison d'édition, pour terminer, c'est le Lys et le Lin. Il y a plusieurs écrivains, on pourra citer vos livres, mais aussi d'autres, Armand Bérard, et puis peut-être un site.
Alors oui, il y a un site internet, donc le lycée-lelin-édition.com, donc vous pouvez retrouver l'actualité du site, il y a aussi une page Facebook, et donc il y a donc il y a une dizaine d'auteurs à ce jour, et de nombreux projets d'édition. Celui à venir, c'est celui d'un jeune auteur d'une trentaine d'années vivant en région parisienne, Louis Dufay de la Tour, qui a écrit un très beau roman qui s'appelle Mer pourpre, qui parle du parcours d'un jeune provençal capturé par les barbaresques à l'époque de Louis XIV, et qui va en fait se sentir confirmé dans sa foi catholique au contact des musulmans. Eh bien, merci beaucoup Armand Bérard. Pour terminer cet entretien, je voulais remercier pour toutes ces émissions Grégoire Johan à la technique, Françoise Morel particulièrement, et aussi toutes les radios RCF de Bretagne. À très bientôt Armand Bérard, au revoir et merci pour votre passion. Un grand merci Ronan pour votre invitation.